Bonjour, Eslamanoun, Marhaba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Meshahou. Meshahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Meshahou, Meshahou. Dans cet épisode, je rencontre Riyad Aberkan, directeur de projet de Joe Radio. J'ai toujours voulu mettre un visage sur la voix de Riyad Aberkan. Cette voix qui m'a accompagnée durant les premières années de mon installation à Alger. À l'époque, Riyad était animateur à Jil FM. C'était grâce à lui et à toute son équipe que j'ai pu apprendre mes premiers mots de Derja. Moi qui parlais et comprenais essentiellement le français et le kabyle. Par la suite, il y a eu Joe Radio, la première radio web en Algérie. Lorsque j'ai écouté la matinale, une chose m'a sauté aux oreilles. L'ambiance sur le plateau était super positive, plein d'enthousiasme et de générosité. Cela me rappelait Jil FM. Le point commun, Riyad Aberkan. Durant sa Meshahou, nous avons parlé de radio, de passion, de la responsabilité parentale, de son papa et des femmes. Meshahou, Meshahou. Bonjour Riyad. Bonjour, ça va Taous? Ça va et toi? Super, merci. Merci à toi, merci beaucoup, sincèrement. Merci d'avoir accepté aussi facilement et généreusement mon invitation à Meshahou. Je pouvais pas refuser, le projet est tentant et extraordinaire. J'ai adoré ce que j'avais écouté comme présentation du projet. Ouais. Et puis en même temps, je me disais non, c'est pas possible, comment elle a fait pour penser à moi? Donc voilà, ça m'a fait plaisir. C'est cool. Alors, la première question que j'aimerais te poser, est-ce que tu es devenue la personne que tu rêvais d'être quand tu étais enfant? Pas forcément, parce qu'en fait, quand j'étais enfant, j'ai pas vraiment changé en fait. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être plusieurs personnages ou personnes en même temps. C'est-à-dire que je changeais d'avis de jour en jour en disant demain je serai un informaticien, un génie. Un autre jour, je me disais je serai un grand voyageur et je passerai mon temps sur les routes et dans les avions. Et à un moment donné, je me suis dit, j'étais sûr de ne pas vouloir être médecin et j'étais sûr de ne pas vouloir être enseignant. D'accord. Parce que ma mère est enseignante, donc je l'ai vu, j'ai vécu ça avec elle, et donc pour moi c'était quasiment impossible. Ensuite, être animateur radio ou animateur télé, non. Je voulais être musicien, je voulais faire de la musique, je voulais faire beaucoup de spectacles. Je crois que je suis dans le même domaine pratiquement. Donc, ouais. Mais par contre, en faisant du théâtre, j'avais envie aussi d'être un jour celui qui apprendra des choses aux autres, qui en transmettra plein de trucs. Ouais. Et là, je crois qu'en faisant de la radio, j'arrive à le faire. Donc, on va dire oui. D'accord. T'as fait du théâtre? Oui, j'en ai fait pendant une petite période à Sidi Bel Abbas. Enfin, quand je dis une petite période, c'était 4 ans. Ah oui, ouais. J'étais au théâtre de Sidi Bel Abbas et ma plus belle expérience, c'était avec l'université de Bel Abbas. C'était en Picardie. On avait participé au festival du théâtre universitaire, et pour moi c'était la consécration dans ce domaine-là. Ensuite j'ai enseigné le théâtre pendant une période, et ça n'a pas trop duré parce que j'ai rejoint très rapidement la radio, et donc j'ai dû faire des concessions. D'accord. Voilà. Comment tu qualifierais ton enfance? Simple et heureuse. Ouais. Simple parce que j'ai grandi dans un tout petit village du côté de Sidi Bel Abbas qui s'appelle Tlar,
qui est à 50 km de Bel-Abbès. Donc il faut savoir que j'ai d'abord grandi dans la grande maison chez ma grand-mère, avec mes oncles, mes tantes et tous les problèmes familiaux qui existaient à l'époque, entre la belle-sœur qui n'aimait pas l'autre, et on était nombreux, il fallait qu'on soit tous dans une même maison. Et à 7 ans, on avait déménagé justement vers Claire. Et Claire, c'était vraiment la petite enfance, c'est la petite maison dans la prairie, quoi. On avait notre petite maison, mon papa était fonctionnaire, et ma mère était enseignante au collège, donc on était tranquille jusqu'à la décennie noire, jusqu'au terrorisme, et c'est là où ça devenait un peu plus compliqué, c'est là où la famille a été complètement déchiquetée. Ma mère a été menacée, mon père a été menacé, dans l'urgence, mon père était obligé de nous envoyer, nous, en Kabylie avec maman. Lui est resté parce qu'il y avait encore plein de trucs à régler, il avait quand même des missions, enfin un boulot à faire. Et c'est là où ça commençait à se compliquer, parce que on vivait avec la peur au ventre, parce que papa était à Bel-Abbès, à Tizi, on n'était pas vraiment... toute la famille n'était pas réunie. Donc c'est à partir de là où j'ai commencé très jeune à m'intéresser au monde extérieur, au travail, à la société, comment elle pouvait réfléchir. Donc 14 ans déjà, j'étais dehors entre boulot et études, sport, musique. Et c'est ce qui m'a permis d'abord d'intégrer Tizi Ouzou rapidement. Il fallait que je fasse du sport et de la musique pour pouvoir me faire accepter par tout le monde et connaître les gens. Et voilà, donc après 14 ans, c'était allez, on va dire, bon, il y avait des hauts et des bas, mais c'est génial. Moi, c'est grâce à ça qu'on a tous évolué. On est très proches, très soudés chez nous à la maison. Papa était très protecteur. Ensuite, à un moment donné, quand on a été séparés à cause de la décennie noire, donc on le voyait moins souvent, il prenait moins la route parce que c'était risqué. Et c'est quand on s'est tous retrouvés encore que ça a encore renforcé les liens. Donc, du coup, j'ai passé une belle enfance, je manquais de rien, mais en même temps, il nous a toujours appris à se priver quand il fallait se priver des choses. Donc c'était vraiment une enfance très simple. C'est-à-dire que j'ai encore des cicatrices sur mes genoux, j'ai encore des trucs, j'ai fait du vélo, comme on dit chez nous, j'ai fait accueillir des olives, j'ai vendu des pois chiches chez ma grand-mère, là, devant la porte, avec des cornets à non, j'avais une très belle enfance, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai évolué dans un milieu simple. Tu sais, grandir dans un village, et surtout dans ces villes intérieures, c'est vraiment connaître l'innocence. Il n'y a pas de rapport au matériel. C'est vraiment les soupirs, les gens qui sont là pour partager. Donc voilà, c'est ça. Enfin, mon enfance, c'est cool. J'adore mon enfance. Et tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs et un frère. Alors j'ai une sœur qui est plus jeune que moi de 2 ans, Kahina, qui est mariée, qui est maman de 2 filles. D'accord. Bonjour Kahina. Voilà, j'ai un jeune frère, Alilo, qui vient d'avoir une petite fille, qui s'est mariée il y a quelques temps. Il est plus jeune que moi de 5 ans. Et la dernière, qui est plus jeune que moi de 17 ans. D'accord. Anaïs. Et elle, oui, c'est notre petit bijou à nous tous, quoi. C'est notre petite... Donc tu es l'aîné? Oui, je suis l'aîné, effectivement. D'accord. Je suis l'aîné. Donc tu as eu ton enfance à Tlar, ton adolescence à Tizi Ouzou, c'est ça? Jusqu'en terminale, il me semble. Jusqu'en deuxième année, enfin jusqu'à ma début de fac. Deuxième année à la fac. C'est ça. En fait, deuxième année, j'avais refait ma première année universitaire. Tu penses bien qu'à Tizi Ouzou, quand on arrive à l'université, on devient syndicaliste. Oui, c'est ça. On fait de la politique, on fait les grèves, on fait les marches, et on fait de la musique surtout, l'amour à l'université. Enfin, chez nous, c'est un terme comme ça, c'est que quand on arrive à l'université, c'est qu'on a l'impression de redécouvrir le monde. Bien sûr. Et donc j'ai dû refaire ma première année. Ok. Et bon, après, quand on refait une première année avec quelques modules déjà acquis, donc on a encore plus de temps, pour faire de la politique, de la musique et tout ce qui va avec. Voilà, donc j'avais fait mes 2 ans en première année à Tizi Ouzou. Ensuite, je suis allé faire ma spécialité à Sidi Bel Abbès. À Sidi Bel Abbès. Voilà. En fait, je suis allé faire ma spécialité à Sidi Bel Abbès pour rejoindre ma famille qui est revenue à Sidi Bel Abbès. Ah, d'accord. Donc après le passage à Tizi, vous êtes reparti. En fait, les choses se sont assez calmées. Mon papa
papa n'a jamais voulu quitter Bled Abbas parce qu'il est né là-bas. D'accord. Comme moi. Et donc voilà, donc chez nous, Bled Abbas, c'est sacré. Ouais. Donc papa n'a jamais accepté de quitter. Pour lui, quitter Bled Abbas, c'était laisser du terrain aux autres et c'était abandonner facilement. Et donc c'est le prix à payer. Mais, voilà. Et pourtant, il était un fonctionnaire. Enfin, il était à l'ONI. Il a commencé comme fonctionnaire. Et il a grimpé les échelons. Il s'est retrouvé comme chef de département. Enfin, l'ONI, c'était la construction des téléviseurs. Et donc, il s'est retrouvé chef de département électronique du département électronique de l'ONI. Et ensuite, bon, voilà. Il a gravi les échelons. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais voulu quitter Bled Abbas. D'accord. Mais pour lui, c'est ça. Il ne s'identifie pas à. Pardon. Il n'y a pas de mal. C'est un jingle. Il ne s'identifie pas à Eric Papa. Il ne peut pas vivre dans une autre ville à part Bled Abbas. Depuis que je suis installé à Alger, je passe mon temps à le supplier à venir me rejoindre et papa ne veut pas sortir de Bled Abbas. D'accord. Mais il dit Bled Abbas, c'est ma ville et comme je le dis aussi, bon, après je suis là. Et du coup, tu t'installes, alors si mes recherches ont été bonnes, tu t'installes à Alger en 2005. Le vrai contact avec la radio, c'était ici à Alger, été 2005. D'été 2005, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai regardé une vidéo où tu participais. On t'avait invité, en fait, pour parler. Donc, c'était une journée de motivation, je crois, pour des étudiants en médecine. Oui. Voilà. Et ce que j'ai retiré de ça, en fait, tu as parlé de 3 grands choix que tu as fait dans ta vie. Fin de cycle, études versus chaîne 3, chaîne 3 versus Jil FM, Jil FM versus Joe Radio. Effectivement, voilà. C'est vrai. Oui, alors je suis arrivé à Alger je suis arrivé à la radio en 2005 et j'arrive, on me dit t'es super intéressant, il y avait HKM et Mahrez à l'époque, et il me disait écoute, ça te dirait de faire de la radio? Je dis arrête, j'en rêve, mais ça fait des années qu'on me promet de faire de la radio, mais et que ça vient pas. On me dit, je prends, on m'oublie. Et HKM me dit si je t'appelle, est-ce que tu peux venir? Je dis oui, pourquoi pas. Il m'organise un rendez-vous avec la directrice de prod à l'époque. Oui, c'est ça. Il m'appelle en me disant demain t'as casting. Je lui dis entretien. Et je lui dis c'est pas possible, t'es sérieux? Oui, non, demain tu viens à la radio. Et moi j'étais à Azur Plage à l'époque, j'étais animateur à Azur Plage. Et je bossais la nuit très tard, il fallait que je sois à la radio à 9h, j'ai pas dormi en fait. Et j'arrive, je fais mon entretien, et on me met dans une pièce, on me donne des journaux, on me demande de faire un article sur la culture, sur les événements culturels, sur le développement de la culture. Et donc je fais une synthèse, je présente mon article, on le lit même pas, on me demande d'aller l'enregistrer, et direct, juste pour voir un petit peu la voix, parce qu'elle m'avait dit je me fiche que tu aies une belle plume ou pas, mais j'ai aussi envie de savoir si tu as une belle voix. Et j'ai fait à peine 1 minute d'enregistrement, on m'arrête, on me dit c'est bon, tu commences quand? Et il y avait Mouloud Matou qui était chef de département à l'époque, des jeux et variétés, et il me disait ça y est, moi j'ai déjà l'émission pour toi, je sais où tu vas aller. Et il me demandait de prononcer, il m'avait écrit Knockout. D'accord. Et il me dit tu peux lire ça? Je dis Knockout. Ça y est, c'est toi. Je dis, pourquoi? Il me dit je viens de donner le même mot à 3 personnes avant toi, ils ont lu Knockout. Voilà, ça va être le nom de l'émission que tu vas lire. Ok, d'accord. Et je dis attendez, je suis là vacancier, je suis venu juste avec un cabas où il y a mes vêtements d'été, j'ai bossé, je finis mon contrat le 31 au club, plutôt à Azur, donc je ne peux pas intégrer avant le 31. Elle me dit, Ismina Samet, elle me dit ok d'accord, t'es libre quand? J'ai dit je finis mon contrat le 31 et ensuite tu vas où? Et elle me dit le 4, dimanche 4. Bon, tu t'en souviens? Ouais, je me souviens. Alors il faut savoir que mes parents étaient à Bled Abbas. Oui. La maison de Tizi n'existait plus parce qu'on était parti à Bled Abbas. J'étais à Alger, donc quand je travaillais dans les clubs, je dormais dans les clubs de vacances, au club discothèque, mais bon, même si j'ai travaillé dans les discothèques. Et je me dis, le 31, je quitte le club de vacances, je quitte Azur Plage, il va falloir que je prenne une chambre d'hôtel. J'ai pas où. Oui, j'ai pas de maison, j'ai pas de toit. Je me suis dit, comment je vais faire? Donc il y a eu des copains, des connaissances, que j'ai connus dans les clubs, qui me disaient, viens dormir chez moi un soir, ou viens dormir chez moi. Et donc je me baladais de maison en maison.
Et la veille, il y a une camarade qui m'appelle et qui me dit écoute, on a rattrapage demain en thermodynamique. Je dis pardon. Et c'était le module qui me manquait pour passer en 4e. Ouais. J'avais refait ma 3e année 2 fois à cause de ce module-là. D'accord. Juste à cause du module thermodynamique parce que j'étais syndicaliste à l'université. Ouais. Et les enseignants, surtout à l'ouest, à la base, quand on est syndicaliste et qu'on est francophone, on est soit de la Haute, donc on est séparatiste, quelque part dans leur tête. Oui, bien sûr. Ou on est perturbateur. Ouais. Et qu'on n'a rien à... Alors des que cancres. j'étais excellent. Mes modules, j'arrivais à... Mais je travaillais comme un malade. J'étais excellent. Je ne faisais pas beaucoup d'efforts comme les autres. Ouais. Et c'était une passion aussi. Physique. Tu aimais ce que tu faisais. Voilà, j'ai toujours été matheux. Et donc, elle me dit, je dis, mais je ne peux pas venir. Non, il faut que tu viennes. Et là, le soir, je ne sais pas comment faire. J'appelle le gars qui m'avait demandé de faire un entretien. J'essaie de lui expliquer. Il me dit, mais non, c'est la chance de ta vie. Et comment expliquer à Yasmina Samet que t'es pas prêt demain. Et j'appelle Nadia Siassi à l'époque, c'est qui faisait la culture, et je dis Nadia, qu'est-ce que tu me conseilles? Et toi, je peux rien dire. Yasmina est difficile, elle est compliquée. Si tu viens pas, elle est très ponctuelle, elle est très sérieuse. Si tu viens pas demain, ça veut dire que t'es pas sérieuse. Ouais. Comment faire? Je vais quand même à la radio. Ouais. Et comme par hasard, je tombe sur elle. D'accord. Et elle me dit, je dis madame, je veux vous voir. Si je dois aller à Blabas et il faut absolument que je fasse acte de présence à Blabas, il y a une urgence, mais je vous promets l'après-midi je serai là et tout. Il dit non, il faut que vous soyez à Blabas. Je dis oui, il faut que je sois à Blabas. Mais je ne voulais pas donner plus de détails. J'avais peur de lui dire que j'avais des examens à la fac, qu'elle me prenne pour un étudiant, qu'elle se dise ah, c'est pas évident et tout. Et donc j'y suis allé. Elle m'a dit vas-y. J'ai pris le taxiflé, le hack et tout, j'ai passé mon examen de thermodynamique, rattrapage, je l'ai passé, j'ai fini, j'ai repris la route, je suis revenu et j'ai rejoint la radio. Ouais. J'ai commencé à faire du reportage. Je me rappelle ma première couverture, mon premier reportage, c'était le film de Cédric Clapiche, Les Poupées Russes. Ah oui. Et j'avais fait la couverture à l'Algérie. D'accord. Et donc, je reviens, je goûte à la radio. Oui. On m'appelle, on me dit tu passes t'as eu ton année et ça a été en 4e. Et là, je me dis est-ce que j'y retourne? Oui. J'y retourne pas. Ouais. Tu passes à ta dernière année à la fac. Donc, bien sûr, il y a maman à côté. Le pas je vais exprès de dire ça. Il y a la Djouz, il y a la Madre. Il y a maman, effectivement, qui. Non. Ici près du but comme ça. Et j'ai toujours été dans la musique. Je me voyais mal enseignant à l'université, qui m'a engolé madame Cheikh Belarbia, dans le sens où avec un cartable, des lunettes énormes avec très peu de foyer. Oh la caricature. J'ai vu les enseignants à la fac, donc j'imagine. Mais voilà, je me voyais très très mal, mais je ne me voyais pas enseigner à l'université. Et ni, chercheur, je me suis dit, c'est encore dans 10 ans. Et là, je suis là à la radio avec l'opportunité de rêver, de faire rêver les gens et de faire ce que j'ai toujours aimé, le théâtre aussi, parce que la radio, c'est le théâtre aussi. Et voilà. Okay. Donc, du coup, j'ai jamais remis les pieds à Blabas. J'ai fait croire à ma mère pendant 1 an que j'ai bloqué l'année, que je vais reprendre l'année en attendant mon transfert de Blabas à l'université de Babzoa. Oui. À Babzoa. Donc, ma mère a accepté avec l'âme. Tranquillement, elle était là. Entre-temps, j'ai galéré pour trouver où habiter. Et bien sûr. J'ai un jour ici, 2 jours là-bas, 4 jours à la radio, 3 jours dans un bureau, dans un garage. Mais c'était beau. Parce que je faisais la matinale. Et la matinale, il fallait que je sois à la radio à 4h30. Oui. Et arrivé à 4h30, et je partais à 9h, 9h30. Oui. Donc la solution, c'était de dormir à la radio. Donc je dormais dans les bureaux. Et quand je descendais à 5h30, je tout ferais, tu vois. À 4h30 tout ferais, tu vois. C'est comme si j'avais dormi dans un palais. Mais à 9h, quand on finissait, donc il fallait rentrer chez soi ou aller. Et non, moi, comme je n'avais pas de chez moi, donc je restais encore à la radio. Et je tournais. Et je tournais, j'avais un casier où je mettais mes affaires. Et j'avais un copain chez qui je partais de temps en temps, chez qui j'avais laissé le reste. Et je tournais. Et
je tournais en fait parce que je savais pas où aller. Bien sûr. Mais c'est là où j'ai appris le métier. C'est à ce moment-là que j'ai côtoyé. Et ce qui était génial avec la chaîne 3, avec les anciens, c'est quand tu dois tourner dans les couloirs, il te dit viens ici, qu'est-ce que tu as à faire? Je lui dis rien pour l'instant. Il dit va me faire le montage, Frédéric, s'il te plaît, donne-moi un coup de main. Donc j'ai appris à faire du montage. Tu as un reporter sympa, un copain avec qui tu discutes, qu'est-ce que tu fais? Je dois descendre couvrir une pièce théâtrale au Montgard ou au TNA. Je peux venir avec toi? Oui. Et c'est comme ça. Quand on avait des artistes qu'on aimait et qu'on n'avait rien à faire à la radio, ils venaient pour enregistrer des émissions, on descendait dans les studios d'enregistrement, on était là en train de regarder, à écouter. Et c'est comme ça que j'apprenais tous les métiers de la radio. D'accord. Et au bout d'1 an, je n'étais plus animateur radio, mais je pouvais faire n'importe quel métier de radio. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, demain, même si ma voix part, même si j'ai plus de voix, je peux être monteur, je peux être réalisateur, je peux être metteur en ondes, je peux travailler à la discothèque, je peux être programmateur musical, je peux être technicien. Donc ça va. Là, ce n'est qu'après, une fois après 1 an à la radio, il est clair qu'il est impossible de retourner à ton ancienne vie. Ou à l'université. Il y avait les salaires, ça y est, j'avais un salaire, j'étais un... Deuxième choix, quitter la chaîne 3 pour aller à Gilles Laflamme. En fait, quitter le boulevard des Martyrs pour monter à la Villa. En fait, la chaîne 3, j'avais quitté en 2009, la chaîne 3. Parce qu'en faisant la chaîne 3, je faisais en même temps la chaîne 2. Oui. Et la chaîne 2, c'était un pur hasard. J'ai quitté la chaîne 3, j'étais de permanence la nuit. Et j'avais entendu une chanson de Tac Farinas qui m'avait accompagné pendant mon cursus universitaire. D'accord. C'était à la 2. Et je rentre juste pour écouter. Et les gars de la 2 savaient que j'étais à la 3. Okay. Mais ils ne savaient pas que je parlais kabyle et que j'étais sensible à ça. Et j'arrive, j'écoute, je suis happé, hypnotisé. Plongé dans mes pensées. Et j'écoute attentivement. Et un des réalisateurs qui me dit tu comprends? Je dis oui, je suis kabyle. Tu parles kabyle? On s'est échangé 2-3 petits mots comme ça en kabyle. T'es de quelle origine? Il me dit tu voudrais faire de la jungle? Tu voudrais essayer chez nous un programme, venir nous parler des musiques du monde, nous parler des autres musiques qu'on ne diffuse pas chez nous, mais en kabyle. Je dis why not? Je suis à la 3, mais c'est pas grave, on va trouver un. Il me dit demain je t'organise un rendez-vous avec Et donc le lendemain je descends du 6e au 5e et je rencontrais le sous-directeur de programmation, enfin de la production. Il me dit tu commences demain. Je dis attendez. C'est bon, on me l'a déjà faite. À chaque fois on t'écoute, on adore, on voit ce que tu fais, tout ce qui va avec. Et on veut que tu fasses un programme sur les musiques du monde, sur les musiques algériennes qu'on ne diffuse pas chez nous, c'est-à-dire le diwan, le rock algérien, enfin tout ce qui se faisait à l'époque. Et j'ai dit ok, j'essaie. J'arrive à la chaîne 2, je me fais appeler par mon deuxième prénom, parce qu'à la chaîne 3 j'étais Riyad Aberkan, et à la chaîne 2 je me fais appeler Farid. D'accord. C'est mon deuxième prénom, Farid Riyad. Et Farid ça faisait un peu kitsch pour moi, ça faisait vieux, mais comme dirait un des copains, ça fait capé. Et au bout d'un mois, c'est une copine à la chaîne 2 qui m'a appelé Yanni parce que je suis de Benyani. D'accord. Donc elle a fini par m'appeler Yanni. En me disant, c'était aussi le prénom du fils à Abraham Lisey. Elle me trouvait beau et elle me disait pourquoi ne pas t'appeler Yanni. Et voilà. Et donc j'ai fait une belle carrière à la chaîne 2 parce que en fait on était au cachet, donc à la pige. D'accord. J'étais à la pige dans les 2 radios. Oui. Et c'est la chaîne 2 qui m'a c'est la chaîne 2 qui m'a proposé d'intégrer définitivement la radio nationale en CDI. Donc j'avais quitté la chaîne 3 en 2009 pour une imbécilité. Oui, bon, t'as quitté. Mais j'ai quitté. Voilà. Et je suis resté quand même à la chaîne 2. Donc j'ai continué à faire des émissions à la chaîne 2. Ensuite, je me suis retrouvé chef de département des émissions de variété et de jeux à la chaîne 2. Sauf qu'à la chaîne 2, à un moment donné, la chaîne ne voulait pas évoluer et je me disais que je pourrais être beaucoup plus utile à la culture berbère et au kabyle en allant parler de notre culture dans une autre langue, mais pas forcément kabyle. Parce que répéter les mêmes choses chaque année et parler de... C'était intéressant quand je parlais de ce qui se passait dans le monde au kabyle. Oui. Et aux berbères, aux amaziens, dans leur langue. Donc ils m'écoutaient, ils apprenaient des choses. Mais... la politique de la radio changeait à un moment donné et comme les chaînes changeaient avec leur directeur,
je me suis retrouvé enfermé dans un engrenage et mes émissions avaient sauté. J'étais beaucoup plus administrateur qu'autre chose. D'accord, ouais. Et c'est là où Jil FM est arrivé. D'accord. Et c'est là où je me suis dit, tiens, allez, allons essayer une nouvelle expérience en dialectal. Ouais. Sauf que moi, j'avais mon accent de l'Ouest. Oui. Et j'avais mon parler de l'Ouest. Oui. Et il fallait essayer. Et donc, j'arrive à Jil FM, et c'était la consécration pour moi. Donc, j'arrive à la radio en 2005, j'arrive à Jil FM en 2014, et 9 ans de radio en un trimestre, en 3 mois de matinale, c'était l'explosion pour moi. Voilà, ensuite, là, j'ai commencé à connaître beaucoup de choses. J'ai commencé à connaître beaucoup de choses. En fait, Jil FM, c'était l'inconnu pour moi, parce que j'avais peur. J'avais fait la chaîne 3. Français, francophone, Géno Delja, c'était pour faire cool. On se permettait des écarts par là. La chaîne 2, c'était la langue maternelle, ça j'avais tété, donc du coup, c'était pour moi. Un confort, c'est toujours ce que j'avais pas de néologisme. J'avais pas les expressions. J'avais le kabyle de ma grand-mère. Oui. Donc, je parlais, de la maison. Voilà, et c'est après, qu'après que j'ai su qu'un livre, c'était. Umgel, que Fariwan c'est l'APC, que Amazon c'est l'artiste, que Amataf c'est la chaîne, tu vois. Donc au bout de 6 mois comme ça, c'est vrai que les auditeurs de la chaîne 1 étaient très patients avec moi parce que j'ai beaucoup de France avec le Kabyle. Et donc, et les gens me disaient ne pars pas de la chaîne 2, t'es chef de département, dans quelques mois tu vas être directeur de production de cette chaîne. Et donc c'était une suite logique. Directeur de production, ils m'ont retrouvé directeur de la chaîne 2 par la suite. Le même problème s'est posé le jour de mon départ de Jil FM, je te raconte. Je parle beaucoup. En fait, t'aimes pas les sentiers tout tracés, en fait. Non. Ouais. Non. Déjà là, là, ça y est, je suis en train de lancer Joe Radio, ça y est, j'ai mis le bébé. Je croyais que t'allais me dire là, ça y est, je quitte Joe Radio. J'allais dire, attends, j'y suis pas encore arrivé, moi. Encore, je vais t'en parler, justement, j'y arrive. Donc, désolé, je suis animateur radio, je parle beaucoup. Vas-y. J'ai des choses à raconter. Vas-y, il n'y a pas de mal. Bon, après, au contraire. C'est une discussion entre Oui, exactement. Confidence. Exactement. Et donc voilà, et je me dis, je fais quoi en fait? Je reste à la chaîne 2, carriériste, je deviens comme eux. Je suis parti de l'université, j'avais pas envie de devenir un enseignant dépressif ou je ne sais quoi. Et je me suis retrouvé à la radio, j'ai pas envie d'être un gars du système. Dépressif aussi. Dépressif, mais je voulais pas être le gars du système, je voulais pas être le gars qui exécutait les ordres parce que je le voyais chez mes directeurs. Et je voyais la peur, tu sais. Ce qui m'avait décidé à quitter la chaîne 2, c'était le refus de mon directeur à l'époque sans aucune raison. Il parlait avec des codes comme si que lui était dans le secret des dieux et qu'il était au courant de tout et tout. Il m'a empêché d'aller à Mawazine. Alors que j'avais décroché une interview avec Maria Carré. Ah ouais. Et je t'en parle, j'en ai jamais. C'est ça. J'ai une interview avec Maria Carré. Et cette interview, je l'ai eue. En fait, voilà, cette interview, je l'ai eue grâce à une assistante de prod qui avait travaillé avec moi chez Nesma. D'accord. En 2011. Et elle était PR du festival. Et on a gardé contact avec mon retour de Nesma. Et elle me dit tu voudrais pas. Je t'envoie le programme et regarde qui tu veux interviewer. Et je vois, donc il y avait tout le monde. Il y avait George Benson, il y avait Benson a donné une conférence de presse. Donc pour moi, c'était ça y est. Mais il refusait les one-to-one. Ah, d'accord. Il refusait les interviews. Okay. J'allais dire entre George Benson et Maria Carré. Non, justement. Maria Carré était disponible. Et Maria Carré avait accepté 4 one-to-one, 4 interviews. C'est tout. Donc voilà. Et Tissi, elle avait tout fait pour que je fasse partie des 4. Elle ne gère rien. Pour elle adorait ce qu'on faisait, ce que je faisais. Elle m'a défendu, mais à mort. Et là, je lui ai dit, mais c'est encore l'histoire. Non, du Maroc, l'histoire. Déjà, c'est comme si les gens me surveillaient. Et si je partais au Maroc, j'allais être ce truc. L'histoire du journaliste algérien qui se retrouve au Maroc en train de travailler. On m'a inventé une histoire, je tombe du ciel. Ouais, donc là, on est arrivé à un stade où la politique rentrait dans des raisons. Et le mec, il me dit, si tu veux y aller, tu n'iras jamais en tant que la radio nationale.
Si tu veux y aller seul, par tes propres moyens, ben vas-y. Sauf que dans un festival Bien aussi sûr. grand que Mawazine, Tu peux pour pas. être accrédité, il te faut au moins le cachet ou la signature de Ouais. ton organe de presse. Bien sûr. Ça veut dire que Mawazine, si j'y vais en tant que Riyad Aberkan, peut-être en freelance, ça aurait été oui, parce que je suis en freelance et là, il y a toute une agence, enfin, il y a tout un truc derrière, tout un concept. Mais je suis invité en tant qu'animateur radio de Ouais. la radio nationale. Je ne sais pas leur dire, les gars, bah écoutez, désolé, j'ai pas pu avoir la signature de mon directeur. Ouais. Donc j'ai laissé tomber. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est une radio qui est en train de me freiner. Ouais. Entre-temps, j'étais directeur artistique du Festival international des arts du désert, de la CAP, à Taman Rasset. Et c'était pour moi la seule issue de secours, Ouais. échappatoire. Ouais. Je pouvais sortir de cette radio-là pour aller m'ouvrir sur l'Afrique Ouais. au niveau de Taman Rasset. Chez la femme, il y avait une équipe jeune, il y avait un directeur qui était ouvert, très disponible, Ouais. motivant Ouais. et très à l'écoute aussi. Et ça ne le dérangeait pas que je fasse 26 000 choses en parallèle dans le monde de la culture et de la musique. Pour lui, au contraire, c'était un plus Oui. pour la chaîne. Ouais. Et c'était ce que je voulais réellement. Ouais. Mais en même temps, je ne voulais pas quitter ma zone de confort aussi. Parce que j'étais à la radio, je me suis dit, je vais aller. T'avais quel âge à ce moment-là? Alors, 2014, j'avais 32 ans. 32 ans. J'avais 32 ans et j'étais déjà papa d'une fille qui s'appelle Iris. Ah. Ouais. Ah ouais, donc ouais, tu quittes ta confort, Ouais. tu embarques. Et je débarque à Gilafam. Gilafam avait ouvert ses portes en 2012. J'avais fait une belle expérience là-bas, c'était Mngolgol. Ouais. En plus, Ouais. j'avais fait Dakal Jarasso. Et je suis retourné à la chaîne 2. Ok. En fait, c'est comme les joueurs, on m'avait prêté à Gilafam pour la période. Ouais. Et 2014, Mourad me propose de rejoindre définitivement Gilafam. Ok. Et c'est là où je me disais, je vais là-bas, ça va être en dialectal, je vais me casser la gueule, Ouais. ils vont dire c'est une histoire de clan, je Ouais. m'arrête le rab et tout. Et en fait, le déclic, Ouais. je suis parti à Londres pour une formation à la BBC. D'accord. Donc j'ai été sélectionné dans un concours qu'il y a eu à la radio nationale pour choisir des personnes qui devaient bénéficier d'une formation à Londres. Ouais. Et à la Radio One en plus. Et donc je fais partie de tous les animateurs de la radio nationale, c'est moi qui parle. Ouais. C'est chouette. Voilà. Donc pour moi c'était... Et il fallait bénéficier d'une formation à Londres et ici. La formation a duré en tout un mois, entre Londres et là. Et il fallait monter un programme pour les jeunes pour Gilafam. Ouais. Je suis venu à Gilafam, j'ai monté la fameuse émission à Aïchtiouf. Ouais. Et je la faisais tous les vendredis. D'accord. Et la semaine, j'étais à la chaîne. Ok. Et il y avait une place qui s'est libérée à la matinale de Gilafam. Mourad m'appelle en me disant, écoute, il y a un animateur qui s'en va. Je suis un peu coincé. Est-ce que tu pourrais voir comment tu peux... Est-ce que tu peux assurer la matinale? Je verrai avec ton directeur de la chaîne 2 Comment on s'arrange. Comment on s'arrange pour qu'il te libère et que tu puisses au moins arriver à 10h. Je parlerai au DG pour qu'un cadre de la radio ne soit pas au bureau à 8h30 parce qu'il est à l'antenne. Ok. Je dis d'accord. J'ai commencé la matinale à Gilafam. Au bout de 2 semaines, c'était l'explosion pour moi. Ouais. Et mon directeur de la 2 à l'époque n'acceptait pas. Ouais. Parce que lui, pour lui, il me chantait tous les jours, tu te consacres trop à Gilafam, tu négliges la chaîne 2, tu te consacres trop à Gilafam. Et c'était là où il fallait que je parte réellement. Ouais. Mais je suis parti, Ouais. je me disais, il ne faut pas que je quitte la 2 parce que c'est la radio qui m'a ouvert les portes, enfin qui m'a encore donné plus d'opportunités. Celle qui m'a ouvert les portes, c'est la chaîne 3. La chaîne 3, bien sûr. Est-ce que j'y vais pas, et puis je connaissais pas. Et puis Gilafam, c'est déjà un groupe soudé, ils étaient tous là, je suis arrivé moi comme ça, ou pas. Ouais. Mais au fait, moi je me rendais pas compte de la notoriété que j'avais, parce que quand je suis arrivé à Gilafam, ils m'ont tous accueilli d'une manière extraordinaire. En disant, wow, il y a Riyad Aberkan qui arrive. Ouais. Et moi, je n'ai pas conscience de ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ok. Donc, Quelle est la place du doute dans ta vie? lié, tout. Ouais. Tout le temps. Le tout y est tout le temps lié. Ouais. En fait, je me remets souvent énormément en question. Ouais. Je suis jamais content du travail que je fais. Ok. Que ce soit en radio ou que ce soit en télé. Quand on vient me dire oh bravo, c'était génial, magnifique et tout, je crois rarement les gens. Je me dis, ils disent ça pour me faire plaisir ou peut-être parce qu'ils veulent gagner ma sympathie. Je déteste me voir à la télé, je déteste m'écouter en radio. Ouais.
Et je sais pas, je crois que c'est grâce à ça que j'ai pu faire des choses. Ouais. J'ai jamais été satisfait de ce que je faisais. Et t'es satisfait d'être papa? Oui. Ouais. Ça c'est. Et ton taf de papa, tu le vis comment? Ouais, elles sont pas faciles à gérer. Elles font des misères. Elles ont quel âge? Elles ont 6. Iris a 6 ans et demi. Oui. Et Camille a 4 ans. D'accord. Voilà. Donc Iris est à l'école. Ouais. Et Camille, bientôt à l'école. Voilà. Comment tu leur expliques ton métier? Alors, ma femme est responsable de la rubrique politique à la chaîne 3. D'accord. Et elle est journaliste aussi. Ok. Donc, elles ont vite grandi dans le son et dans la radio. Ouais. Et en même temps, la radio, elles ont fini. C'est beaucoup plus ma femme, c'est beaucoup plus Naila qui leur a expliqué et raconté la radio parce qu'elles sont tout le temps avec elle. D'accord. Et quand elles ont commencé à découvrir la radio, moi je faisais la matinale. Et elle, le matin, en les emmenant à la crèche, donc elle écoutait la matinale. Et elles écoutaient papa. Regardez, c'est papa. Papa qui parle. Papa qui parle. Donc quand je rentrais le soir, papa, t'as écouté ce matin, t'as raconté ça, t'as passé telle chanson. Ouais. Et souvent, quand on faisait de la prog, Iris pensait que je passais les chansons pour elle. Ah, c'est mignon, voilà. C'est super. Parce que, alors que c'était les sons du moment, c'était oui. ce qu'on voulait jouer. Radio, on n'en parle pas beaucoup à la maison. Peut-être qu'on parle des dossiers, de tout ce qui est actualité. Mais les filles, la radio jusque-là, c'est juste papa fait de la musique, papa raconte des choses. Raconte des choses, tout, ouais. Mais elle ne s'y intéresse pas comme vraiment réellement pour l'instant. Je t'ai entendu à un moment donné dans une de tes interviews dire que la salle dans une maison que tu préférais, c'était la cuisine. Ah, ça c'est clair. Les odeurs et l'ambiance. Ouais. Moi, quand je t'ai entendu parler de ça, j'avais juste une question. En fait, je te l'ai posée, mais c'était un écran, et je te disais, Riyad, c'est quoi ta plus grande peur? J'y pense souvent, mais ma plus grande peur, en fait, j'ai jamais eu peur de repartir à zéro, de refaire les choses, parce que je sais que je suis parti. Ça, j'ai vraiment absolument peur de rien par rapport à ça. Ouais. J'ai juste peur de ne pas être à la hauteur de ne pas être un bon papa, dans le sens où de ne pas être à la hauteur de ne pas offrir ce qu'il faut à mes enfants. Ouais. Ça, c'est ta plus grande peur. Ça, c'est ma plus grande peur. J'ai peur de absolument rien du tout, ni de perdre quoi que ce soit, dans le sens où je sais d'où je viens et je sais comment je peux me reconstruire rapidement. J'ai pas peur de me retrouver demain à faire 26 000 métiers. Ça me fait pas peur. Mais comme j'ai un rythme de fou, comme je prends les choses à cœur, donc je stresse énormément. Les choses avancent et puis on est dans un monde qui avance très vite, donc il faut être là. Et parfois je me dis, je vais finir par lâcher très vite, dans le sens où j'ai peur d'abandonner mes enfants, de partir très tôt, de laisser mes filles seules, c'est tout. Et de ne pas leur offrir ce que je me suis promis de leur offrir, parce qu'elles n'ont rien demandé, elles sont dans ce monde, et donc du coup on doit assumer. Et voilà. Et ta plus grande réussite jusqu'à présent, t'as quel âge, Riyad? 37 ans, je viens de faire 37 ans, j'ai fait 37 ans le 29 mai dernier. Ah, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et du coup, c'est quoi ta plus grande réussite jusqu'à aujourd'hui? Il y en aura sûrement d'autres, je te l'espère, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? Ça aurait été peut-être trop classique, mais pourtant c'est sincère de te dire ma famille. Ouais. Mais c'est vrai en même temps. Mais ma grande réussite aujourd'hui, c'est encore donner cette passion et de faire vivre la passion de la radio chez les autres. J'adore quand les gens viennent vers moi en me disant on adore ce que tu fais, on veut juste devenir comme toi et on veut apprendre à faire ce métier. Et leur dire devenir comme moi, c'est peut-être une erreur, parce que vous ne savez pas ce que je suis et comment je suis dans ma vraie vie. Mais devenir ce qu'est l'animateur, ou être animateur comme moi, oui, avec plaisir. Et là, pour moi, j'ai réussi quand même je réussis à chaque fois à faire aimer la radio à des personnes, et ça me motive encore. C'est ma plus grande motivation. Après, ma grande réussite, c'est clair, je l'avais dit. C'est d'avoir 2 filles. C'est tes petites filles. Je sais pas, je suis très serein par rapport à ce qui se passe chez nous. Les gens ont peur. Les gens. Alors, il faut savoir que je suis je vais le dire, je n'ai rien à cacher. Oui, vas-y. Je suis un gars qui bouge beaucoup et je suis un fêtard. Ok. Donc, j'ai mes habitudes. Ok.
Et depuis le 22 février, je vois les gens de moins en moins arriver dans des endroits, fréquenter des endroits. Et chaque fois, je disais aux copains, pourquoi ici, avec les situations, les temps qui courent et tout, les gens préfèrent garder leur argent, préfèrent ne pas, ils ne savent pas de quoi demain. Et tout. Donc, du coup, et je me disais, non, pourquoi je ne sais même pas si on va, je sais pas si tout va aller bien ou si ça va aller mal, mais je suis très serein. Je sais pas, je suis très, et donc ça fait pas peur du tout. Je me dis, même si on va redevenir comme Kaboul, on a passé les années 90, on a survécu à ça, et donc il n'y a pas pire, il n'y a pas plus mal. On a survécu aux colonisations, et aujourd'hui on est là. Si on est là, c'est parce qu'il y a encore eu des personnes qui ont cru en ce pays, et tout. Donc ça me fait pas du tout peur. À chaque fois on me dit, pourquoi tu ne quittes pas le pays, tu peux être excellent animateur dans une radio étrangère, pourquoi tu fais pas telle radio. Je dis, quand l'Algérie aura besoin d'hommes, il faudrait que je prenne un billet d'avion pour revenir, essayer, réfléchir, est-ce que je rentre pour construire ce pays Je préfère rester là, comme ça quand ils auront besoin de nous, on est là. C'est ça. On payera le métro et on est en bas. C'est un peu comme ton papa qui voulait pas quitter Belabès. Ne pas laisser la place. Papa, c'est un exemple pour moi. C'est un exemple parce que je l'ai vu galérer, je l'ai vu souffrir quand la famille était dispatchée. Donc je l'ai vu, il n'a jamais su comment l'exprimer parce qu'il voulait rester fort. Mais pendant l'adolescence, c'était compliqué pour moi. Donc je pense bien qu'on a tous de l'ego et l'adolescence, on veut tous grandir plus vite que la musique. Ouais, c'est ça. On va y arriver à la musique. Et donc, papa a vécu, j'ai vécu avec la période, il avait le sentiment de culpabilité de nous avoir abandonné dans sa tête, alors que ce n'était pas le cas. Bien sûr. Et en même temps, il avait cette fierté de ne pas lâcher, de résister. Et il savait qu'un jour, ça allait rentrer dans l'ordre et qu'on allait tous se revoir. Donc, il est toujours en vie, ton papa ? Oui. C'est cool. Mon papa est en vie, à la retraite, pépère, on est copains. Avec tous ses petits-enfants ? Donc les tiens, plus ton frère et... Ah, c'est cool. Voilà. C'est bien. Il a 5 et voilà, c'est papy gâteux. Voilà, et il est devenu un peu casanier. Alors que... mais il est devenu grincheux parce que c'est un bosseur. C'est un gars qui était aussi dans l'associatif, dans la culturelle... Il voyageait énormément. Et là, ces derniers temps, il est un peu fatigué, donc il restait à la maison et il devient grincheux. C'est vraiment Fais gaffe, tu deviendras comme ça. Oui, ça j'en suis sûr. Non, pourquoi ? Mais écoute, quand je prends des vacances et que je reste à la maison, et que je reste 2 semaines à la maison sans rien faire, t'es grincheux ? Je suis hyper désagréable. Non, en fait, grincheux dans le sens... j'aime pas rester tourner sans rien faire. Donc du coup, je suis là à surveiller tout, à sortir les affaires, à les remettre, à ressortir les documents, à trier, à faire des... Bref. Mais bon, après ça va. Il y a d'autres remèdes. Il y a d'autres solutions. C'est quoi la radio pour toi ? Je t'ai entendu dire, pour toi, le morning, c'est la radio. Oui. Effectivement. En fait, le morning, c'est la vitrine de la radio. Et quand on fait de la radio, quand on aime la radio, pas quand on y travaille, le premier réflexe au réveil, c'est d'allumer la radio parce que c'est notre premier contact avec le monde. Et on est censé, pendant une matinale, donner l'actualité, la météo, l'information, de la bonne humeur et de la bonne musique pour bien réveiller les gens, pour les aider à démarrer la journée du bon pied, et tout ce qui va avec. Ça, c'est le discours officiel. Mais la radio, la matinale, oui, parce que nous sommes, nous les Algériens, très grincheux au réveil, et c'est difficile le matin. Mais t'es bourré de caricatures, hein, Riyad. C'est génial parce que tu sais pourquoi. Mais c'est la vérité en plus, parce que je fais partie de cette Algérie, je suis algérien. Mais toi, t'es grincheux, moi aussi, je suis algérienne, mais je suis pas grincheuse le matin. Mais moi, je suis pas grincheux aussi. Mais alors, et pourquoi tu dis que les Algériens sont grincheux ? J'étais étudiant, je suis très grincheuse le matin si je n'ai pas mon café. Voilà. Non, c'était juste pour te piquer. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, après, il n'y a pas qu'un Algérie partout dans le monde. Moi, j'ai des gens réveillent le matin. C'est dur. Oui, c'est dur. Ceux qui préfèrent ne pas parler le matin, ils ont la radio qui leur parle. Comme moi. Voilà. Et il y a ceux qui préfèrent absolument, mais c'est-à-dire qui dès leur réveil sont souriants. C'est ça.
Oui, la radio. D'abord, la matinale, c'est la vitrine de la radio, donc c'est ce qui peut représenter ta chaîne. Ouais. Et c'est pendant cette matinale que tu peux faire la promotion pour tes programmes de la chaîne. C'est pendant cette matinale que tu peux donner la ligne éditoriale de ta chaîne. Cette matinale, parce que tu décortiques l'actualité, tu donnes un petit peu le tempo pour la journée qui t'expliquera, enfin qui t'aidera à définir un petit peu ce qui t'attend sur cette chaîne pendant la journée. Par contre, la radio, en général, pour moi... Ouais, c'est quoi ? C'est la magie, c'est énorme. La radio peut faire des miracles. La radio peut, j'ai vu des gens revenir à la vie grâce à la radio. J'ai vu des personnes exister grâce à la radio. J'ai vu des gens se réfugier dans la radio et à travers la radio. Donc la radio pour moi c'est essentiel, tu vois. La télé c'est une belle expérience, mais la radio c'est magique. Je suis parti de Jig FM où j'étais écouté par des millions d'auditeurs. Je suis aujourd'hui à Joe Radio sur une radio digitale. Donc tu penses bien que le nombre d'auditeurs est beaucoup plus. Beaucoup. Non, il est inférieur pour une première radio qui démarre. Ah, moi je pensais avec la génération Internet, tout ça. Maintenant, là, comme ça, ça prend. Maintenant, ça prend. D'accord. Mais ça veut dire qu'on passait d'1 million d'auditeurs jour. Ouais. Et tu me diras, en Algérie, il y a une seule... Ok. Mais on est une radio digitale. Et par contre, à un moment donné, les gens venaient me dire, écoute, t'es fou, t'étais plus écouté en Algérie, t'étais l'animateur le plus écouté. Et tu largues. Tu es dans une radio digitale. Et là, je dis, oui, parce que ceux qui m'écoutent réellement sur le digital, c'est ceux qui aiment la radio, c'est eux qui ont le geste d'aller chercher, allumer l'application, la mettre en marche, télécharger l'application, la mettre en marche, écouter, c'est-à-dire c'est tout un tralala à faire. C'est pas comme la radio, la FM, tu montes dans la voiture, à peine tu mets le contact, elle se déclenche automatiquement. Parfois tu t'oublies ou tu as la flemme de changer de station, donc tu écoutes. Parfois parce que tu n'as rien à faire ou parce que tu n'as pas le choix, donc tu vas écouter. Mais alors que tu as le choix sur mon digital et que tu vas écouter Joe, pour moi c'est ça. C'est toi qui choisis d'eux. C'est toi. Et c'est là où je me dis, ces gens-là, je ne dois absolument pas les abandonner. Je me dis, même s'ils sont que deux, c'est pour ces gens-là que je continue à travailler. Et comment est né Joe Radio d'ailleurs ? Joe Radio est un projet qui appartient à Allégorie. Ok. Et le projet existe depuis 2013. D'accord. Et j'avais fait South Live, qui était une émission de télé, qui est produite par Allégorie. Ok. J'ai eu des soucis à la radio à cause de cette émission de télé. D'accord. Et on m'avait demandé de choisir entre la radio et la télé. Et je vais voir le producteur en question en lui disant, je suis dans une impasse. Ok. Et à toi de me dire ce que je dois faire. La radio me met la pression pour que j'abandonne South Live. C'est un budget énorme par correction et loyauté. Je ne peux pas me permettre de lâcher South Live parce qu'on avait enregistré. Et j'avais des pressions de la radio nationale pour arrêter le programme ou quitter la radio. J'ai été suspendu d'antenne, interdit d'antenne, tout ce qui s'est passé. Je suis allé voir Tofir en lui disant, regarde, j'ai vraiment envie de quitter la radio parce qu'après ce qu'on m'a fait là, j'ai plus envie de revenir. Ils m'ont interdit d'antenne, c'est-à-dire que demain ils vont lever la sanction et ils s'attendent à ce que je revienne à la radio en disant bonjour, comment ça va ? Ouais, c'est ça. Non, ça y est, c'est fini, ils ont tué quelque chose en moi. Déjà qu'ils avaient tué Maria Carré. Voilà. Alors en plus. Mais elle était pas belle à cette époque-là. Vers moi, ça est devenu. C'est ça. J'aime bien la Maria Carré des années 90. Notre jeunesse. Ah voilà. Et la Maria Carré qui a chanté avec les Boyz II Men. Ah grave, je l'ai sur mon téléphone. Cette chanson-là. Arrête. Et donc tu vas voir Tofir. Et je dis, Tofir, écoute, j'ai pas envie de faire de la radio, je vais rester sur South Live. Et en fait, moi je cherchais des assurances, je voulais savoir s'il y avait une deuxième saison de South Live. Parce que je te cache pas que South Live, à elle seule, c'est vrai que c'est 1 mois et demi de travail, mais à elle seule me permettait de vivre tranquillement et à l'aise pendant 1 an. Ok. Ou plus. D'accord. Vraiment à l'aise. Ça hafek. Tu nous donneras tes bons plans. Oui, c'est-à-dire que faut le dire. Oui, bien sûr. C'est un travail qui est super bien. Moi, je ne crois pas les gens qui passent leur temps à se plaindre à la radio.
Ouais. Le salaire qu'on a à la radio et à la télé, Ouais. peu de personnes font ça. D'accord. Hein? Ouais. C'est quoi ton rapport à l'argent, Riyad? Non, je suis très Très dépensier. Ouais. Très dépensier, mais comme pas possible. Ouais. Je dépense énormément. Ouais. Non, j'ai pas de rapport avec l'argent. Ouais. Je peux en Est-ce que avoir ton de- rapport change avec l'évolution, alors soit par rapport à l'âge, soit par rapport à ton évolution dans ta carrière? Quand on a 20 ans, on voit l'argent différemment que quand on a 40. Non, j'ai pas changé. Ouais. Je sais que maintenant j'ai des responsabilités, je vais dépenser beaucoup moins. Parce que j'ai des priorités. Ah, tu vas dépenser beaucoup moins. Ouais. Tu vas pas essayer d'en gagner plus. En gagner, je fais tous les jours en sorte à ce que Ouais. j'ai plus d'argent, c'est normal. Mais bon, parce que je travaille plus. C'est ça, c'est comme la philosophie du verre moitié vide ou moitié plein. Moitié plein, Tu effectivement. vois, c'est est-ce que dans le discours j'en dépense moins ou je fais tout pour en gagner plus, Voilà. et garder en fait mon Mon rythme rythme. de vie. En fait, ce qu'il faut savoir, mais là on est vraiment dans des confessions, parce que là je te raconte C'est ça, mes chao. ouais, les secrets Oui. et les coulisses, c'est qu'on est dans un métier, Ouais. de là. Bon, je touche du coup. Ouais. Tiens, la peau de singe. Ah non, non. Non. Et non, en fait, on est dans un métier où l'évolution, l'argent vient avec l'évolution. Ouais. C'est-à-dire que plus on est reconnu, plus on a plus de propositions d'émissions télé, plus de propositions d'émissions de radio, plus de scènes, plus de conférences, de présence à l'échelle. Donc c'est normal et automatiquement on en gagne plus. Oui. Il y a des fois où tu fais des concessions, ou parfois tu fais des choses gratuitement, ou parfois parce que les gens n'ont pas de budget, tu te dis allez, pour le projet me plaît. Le projet, on le fait. Ouais. Donc, l'argent c'est pas vraiment notre motivation, notre source de motivation. Ouais. Mais il faut savoir que quand on évolue, on en gagne beaucoup plus. Avec le temps. Ouais. On n'est pas fonctionnaire où on a 35 000 dinars et Oui, au c'est bout ça. de 3 ans ou 5 ans tu passes à 45 000 dinars, ensuite tu passes à 60 000. Nous ça peut être des cachets énormes en début de saison et 0 dinar à la mi-saison et la moitié fin de saison. C'est-à-dire que et contrairement aux fonctionnaires, aléatoire. c'est je pense, après tu me dis, c'est que le fonctionnaire a ses horaires fixes et il a son travail fixe. Ouais. Donc et quand il rentre à la maison, ça y est, quand il rentre à 17h ou à 18h, je ne trie pas. Mais quand on est dans une espèce de... Oui, en fait, on est un peu dans l'artistique. Oui, voilà, c'est ça. C'est dans un truc libéral. Ouais, voilà. Ouais. La radio, c'est un travail artistique. On a nos brigades. On peut faire... quand on est à l'antenne, on peut être le matin présent. Et le soir, il y a urgence et mobilisé toute la nuit à l'antenne. Ouais. Quand on arrive à la maison, le téléphone ne s'arrête pas. Oui, c'est ça. Et surtout quand on est à la tête d'une radio comme c'est Joe, qui vient de débuter, qui vient de démarrer. Donc, il y a des nouveaux, il y a des jeunes à former, il y a aussi de grands noms, il y a toute une organisation. En plus, c'est digital, c'est nouveau. Donc, on ne dort pas pratiquement. Oui, c'est ça. Tout le temps des solutions. Donc, et d'ailleurs, alors en plus, je vois un peu Joe Radio, tu as une équipe jeune. Alors, c'est pas que tu es vieux, hein, mais, non, parce qu'on a le même âge, mais en tout cas, c'est des jeunes. Selon toi, quelles sont les qualités humaines, mais vraiment, je veux dire pas le cursus, parce que je pense pas qu'il faille avoir un cursus bien particulier pour entrer à la radio, tu vois, mais quelles sont les qualités humaines que tu recommanderais aux personnes qui veulent faire de la radio? La passion et la patience. La passion et la patience. La passion, il faut être passionné de radio. Ouais. Vraiment passionné. Moi, au fait, je regarde jamais les CV des gens quand ils viennent. Ouais. Je fais un entretien avec eux d'un quart d'heure, 20 minutes, comme celui d'aujourd'hui. Ouais. Et on parle de musique, de cinéma, de théâtre, de littérature, de sport, de chaînes de télé, de journaux, de radio. Et dans leur façon de parler déjà. Ouais. Et là, je me dis, ces gens sont faits pour la radio ou pas. Ouais. Et aussi, en les voyant parfois se forcer à parler dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Oui. Et je me dis, ces gens-là, à la radio, ils vont faire ça va être une catastrophe, ça va être n'importe quoi. Ouais. Et donc, c'est dans ces entretiens que j'arrive à cerner la personne. Ouais.
Ensuite, on passe à la voix. Ouais. On passe à la voix. Ce qui est important pour moi d'abord, c'est la culture générale. C'est pas les diplômes. Ouais. Et je te dis la passion. Pourquoi je te dis la passion? Un gars qui est passionné de radio, c'est pas un gars qui viendra une demi-heure avant l'émission et qui partira 5 minutes après son émission. Un gars qui est passionné de la radio, il est tout le temps à la radio parce qu'il a l'impression de rater quelque chose quand il est pas là. Ouais. Un gars qui est passionné de radio, c'est un gars qui voit dans tout ce qu'il vit au quotidien un sujet ou un thème ou qui sera lié de toute façon. À la radio. Un passionné de radio, c'est pas un gars qui te dira non quand tu lui demanderas de faire une brigade exceptionnelle ou on va dire d'animer une émission ou de renforcer une équipe, parce qu'aujourd'hui, au contraire, c'est le gars qui viendra dire écoute, j'en ai pas assez, moi j'ai pas assez d'espace, je veux encore plus d'espace, j'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire et je veux encore plus de liberté à la radio. Un passionné de radio vit de la radio et vit radio. Bon. Donc c'est pour ça que je dis passion et patience. Patience parce que il faut savoir qu'on peut monter vite mais on descend très vite à la radio. Comme on arrive rapidement, on peut nous oublier rapidement. Mais par contre, on peut prendre le temps de faire les choses et s'imposer et rester éternel. Pourquoi? Maintenant, tout le monde veut arriver au micro rapidement. D'accord. Tout le monde veut être animateur. Tout le monde veut passer une chanson, faire une dédicace, faire une story Instagram et avoir des likes sur Instagram et être followé par les gens et se faire passer pour un influenceur. Alors que pour arriver au micro, à la radio, il faut faire d'abord du reportage. Oui, c'est ça. Il faut apprendre à faire le montage. Le montage. Il faut apprendre à écrire. Écrire pour les autres, parfois. Faire des recherches. En fait, il faut être assistant de prod. Il faut essayer les différents métiers. Périphérique du micro. Oui, voilà, bien sûr. Il faut être chroniqueur. On essaye avant d'arriver au micro. J'ai vu des gens qui avaient un talent extraordinaire mais qui n'avaient pas de voix. Mais qui refusaient d'écrire pour les autres. Se disaient non, c'est ma chronique, c'est moi qui écris ça, c'est à moi de le dire. Mais t'as pas de voix. Ça c'est... Ils se laissent faire une fois, 2 fois. Mais quand ils voient les retours à l'extérieur, les gens saluent beaucoup plus la personne qui est en avant-scène, bien sûr, et non pas les hommes. Ils prennent un coup sur leur ego et ils laissent tomber. Donc il faut être passionné et patient. Patient et passionné. Voilà, c'est ça la radio. Et est-ce que, alors là maintenant du coup, t'es directeur, c'est ça? De Joe, t'es quoi exactement? J'étais directeur de projet de Joe. Voilà, c'est comme ça que Joe est arrivé, parce que quand j'étais voir tout fait, et il me disait écoute, j'ai un dossier, j'ai une radio qui est dans un tiroir depuis 2013. On a essayé de faire une étude une première fois, mais on n'a jamais suivi. Aujourd'hui, on a les moyens. Et si tu es prêt à embarquer, on a les personnes qu'il faut. Ça veut dire que tu seras la personne idéale pour driver ce projet. Et il m'a fait confiance, une confiance aveugle. Pourquoi une confiance aveugle? Parce que jusqu'au dernier câble qu'il y a à Joe, c'est moi qui l'ai choisi. C'est-à-dire que j'ai tout choisi sur le plan technique. Et il m'a suivi sur tous mes choix. À aucun moment il a remis en question mes choix par rapport à la console, par rapport au logiciel utilisé, par rapport à l'installation. Tout. Confiance aveugle. Donc du coup, et ça m'avait motivé. Et du coup, alors là c'est l'aspect technique. Est-ce qu'il y a de la censure? Est-ce qu'il y a de la censure ou pas de la censure? Est-ce que tu t'auto-censures? Je m'auto-censurais beaucoup à la radio nationale. Ici à Joe, non. Non. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Joe, c'est la radio de la bonne humeur et de la bonne musique. Donc c'est une radio musicale avant tout. Il y a des émissions, il y a 3 grosses émissions. Essentiellement, tu as la matinale, tu as les grosses gueules de la nuit, enfin du soir, c'est un peu les diplômés de Al-Hadra. C'est le rendez-vous de tous les tchatcheurs qui viennent débriefer leur journée. Et tu as un rendez-vous sportif. Ensuite, il y a eu d'autres émissions qui sont venues se faire. Il y a les girlies qui sont arrivées par la suite. Il y a eu les startups. Plein de belles choses. Donc, on ne touchait pas à la politique. Parce qu'on ne maîtrise pas la politique. Parce qu'on ne maîtrisait pas. On est des animateurs, pas des journalistes. Il y a une grosse différence entre les deux. Bien sûr. Et en même temps, parce qu'en connaissant le paysage médiatique algérien, on s'est dit, il ne faut mieux pas toucher à la politique, c'est pas ce qui nous intéresse en tous les cas. On veut faire de la radio. On l'a fait comme on a toujours voulu la faire, à la énergie. L'énergie ne touche pas à la politique, Fun Radio non plus, BBC non plus, et enfin la One.
Et voilà. Donc après, Hirak oblige. Oui. C'est pas qu'il y a eu une libéralisation ou une ouverture on va dire De la parole. de la parole. Mais nous, on s'est dit, si on est réellement une radio jeune et qu'on doit parler aux jeunes, bah, il faut aussi leur parler de ce qui se passe réellement. Mhm. Et on a rejoint un vide de Hirak avec Joe, mais en donnant la parole aux jeunes et dans la construction d'une nouvelle Algérie ou de ce qu'on pouvait apporter nous comme pierre à l'édifice pour pouvoir pour bien construire. Mhm. Donc on a rejoint Hirak, mais voilà, mais on reste toujours une radio musicale et on interdit certaines choses pour éviter la diffamation. D'accord, comme quoi? Mais c'est pas l'interdiction. Ça m'a fait peur. Attends, j'arrête. Non. Ah oui. Ah, je pensais que tu allais répondre, parce que tu peux répondre. Hein. Bah non. D'accord. Si c'est une urgence, appelle. Non, t'inquiète pas. C'est les communes, voilà. C'est juste pour savoir. Juste pour revenir sur le débrief de l'émission d'hier. C'est pour ça que ça on peut le faire tout à l'heure avant l'émission d'aujourd'hui. Ça marche. Il y a toujours des impatients qui sont là en disant oui, je veux savoir avant les autres. D'accord. Bah, c'est des passionnés? Oui. Ah, bah alors c'est bien. Mais des impatients. Ah oui, c'est vrai. Passion et patience. Voilà. C'est ça. Ouais. Et il faut être passionné et patient. Ouais. Il faut de la passion et de la patience. Ouais. Et je te disais, oui, non, c'est-à-dire que parfois, c'est ce qui se passe un petit peu sur les chaînes de télévision privées. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu avais remarqué avec leur arrivée, tout le monde critiquait à un moment donné le NTV, mais quand ils sont arrivés, c'était soit pour attaquer, c'était des attaques très directes de certaines personnes. Ouais. Et dans certaines situations, ils refaisaient la même chose que le NTV faisait et que les gens critiquaient. Ouais. Par exemple, le Mouloud, toutes les chaînes passaient à Rissala, alors qu'on reprochait à le NTV de passer à Rissala chaque année. Ouais. Et non, parce qu'il ne faut pas que ça tourne au règlement de compte. Mm-hmm. Il ne faut pas, parce qu'on a une liberté de ton, qu'on peut dire que oui, un tel est mauvais, un tel n'est pas bien, un tel truc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit des procédés d'intention. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on veut, nous, réguler. Enfin, c'est ce que je veux en tant que directeur d'antenne, qui est encore plus compliqué, parce que l'administration, c'est gérer les gens comme ça, sur le plan paperasse et tout. Ouais. Mais la direction d'antenne est encore plus compliquée, parce qu'il y a le contenu dans l'histoire. Exactement. Et du coup, il faut absolument faire attention, très attention, à ne pas attaquer les gens dans leur... ne pas attaquer des personnes dans leur vie privée, ne pas accuser les gens de tout et de rien. Ouais. Et donc tu dis, tu fais attention et tu dis pas ça. Oui, parce qu'on peut être on peut causer du tort à quelqu'un et la radio n'est pas là pour ça. Ouais. On est là pour relater les faits, raconter les choses et donner tout ce qu'il faut à l'auditeur. C'est à l'auditeur de se faire sa propre opinion ou son idée sur les choses. Ouais. Mais jamais pour condamner les gens. D'accord. Jamais. Sauf si on touche aux enfants ou si on touche aux... Oui, ça après. Il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Ouais. Si je te dis Modigliani, tu me dis quoi? Mon peintre préféré. Oui. Ouais, ça lui aussi m'a beaucoup plu. Lui, j'ai découvert Modigliani par hasard. Ouais. J'ai d'abord découvert le film, ensuite le tableau. Ah, d'accord. Et j'ai lu le livre. Ok. Donc j'ai ensuite... le film, je l'ai vu comme ça, par hasard, sur VHS. Ouais. J'étais chez un copain, il y avait des cassettes qui traînaient, j'ai mis la cassette. Et il me dit, c'est un autre film d'Andy Garcia. Je dis, je vais le regarder. Et le film m'a marqué, je l'ai vu, je l'ai revu, je l'ai revu, je l'ai revu. J'ai dû le voir 8 fois. D'accord. Et c'est là où je me suis dit, ce mec-là, il faut absolument... Le mec qui a osé défier Picasso. Ouais. J'ai découvert Picasso aussi à travers Maïs Abeille. Mais Modigliani, pour moi, c'est une révélation. J'ai découvert et je me suis vite intéressé à sa vie, à son parcours, à ses tableaux, à son travail. Alors, je t'ai entendu dire que le Picasso, c'était le jazz de la peinture. Oui. Avec Miles Davis. En fait, tu disais, voilà. Miles Davis, c'est le Picasso du jazz. Voilà, exactement. Et Modigliani, ça serait quoi dans la musique? Si Modigliani devait être un style de musique ou une chanson, ça serait laquelle pour toi? Modi, je l'associerais aussi au jazz. Parce qu'en fait, le jazz n'a pas qu'une seule définition. Et pas au blues? Non. Ah
pas du tout. Moi, ok. Le blues, si, j'adore en plus le blues. Eh ben oui. Oui, énormément. Ouais. Mais Maudit, je sais pas pourquoi. Tu as vu, en plus, je l'appelle Maudit. C'est ça, Sahbek. C'est ton copain. Modigliani, non, je l'associerais au jazz. J'associerais beaucoup de choses, beaucoup de personnes au jazz. Parce que pour moi, il n'y a pas une seule définition du jazz. Ouais. Et parce que le jazz ne se définit pas qu'il est jazz, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est ça, en fait. Et donc, oui, je l'associerais. Après, j'ai dit que Miles Davis c'était le Picasso. Oui, c'est ça. Je pourrais dire que, je sais pas, aujourd'hui, j'aurais dit peut-être David Sanborn ou peut-être Stan Getz et le Modigliani du jazz. Ok. Ils sont dans la même direction, pour moi, artistique. Mais voilà. Ouais. Et après, Maudit, c'est le jazz aussi. Ouais. Le jazz est partout dans ma vie. Et du coup, c'est quoi ta chanson de chevet? Est-ce que tu as une chanson de chevet? Alors, à part celle de Boyz II Men avec Mariah Carey. Non. Est-ce que tu as une chanson? Ouais. Une chanson, non, oui. J'écoute énormément de musique, surtout le soir en dormant. Enfin, je dors avec du maïs. D'accord. Donc, j'ai l'album Kind of Blue que je fais tourner énormément, que j'écoute. Ouais. Mais ces derniers temps, je suis beaucoup plus Grégory Porter. Ouais. Je redécouvre aussi le jazz à travers Grégory Porter. Mais c'est juste extraordinaire, tu vois. Et il y a une chanteuse qui m'a ensorcelé qui avait fait avec un titre. Ouais. C'était dans Let Me Be Lonely Tonight. Ouais. C'était avec David Sanborn. Elle s'appelle Liz Wright. Elle est juste extraordinaire, cette femme. Et le titre est magnifique. Et à partir de ce titre-là, je me suis énormément intéressé à Liz Wright et j'ai découvert sa discographie. Par contre, il y a un truc qui est incontournable, et ça, c'est tous les vendredis. Ouais. Va savoir pourquoi tous les vendredis. Ouais. C'est Onkelto. Ah oui. Ça me rappelle mon enfance. L'enfance, bah oui. Ça me rappelle pareil. Mon enfance. Ma mère, elle faisait le ménage. Ma mère faisait le ménage. Voilà. Ma grand-mère aussi. C'est ça. C'était la maison des grands-parents. Ouais, c'est ça. Ma mère était fan de Khalid Attache, mais chez mes grands-parents, comme on a habité la grande ensemble, maison. Ouais. Donc mes tantes, Benat Bel Abbas, elles sont nées à Bel Abbas. Donc c'était Mohamed Abdouhab, c'était Wadi Assafi, c'était. Et Keltoum aussi. Ouais. Et donc, pour moi, c'est quand Bel Abbas me manque, je mets du Keltoum. Ah, d'accord. Ok. J'ai deux questions rituelles qui reviennent à la fin de notre rencontre. La première, c'est quelle est la personne que tu aimerais rencontrer ou plutôt écouter à Meshahou? Malheureusement, les personnes ne sont pas là, sont décédées. J'aurais voulu réécouter Kateb Yassine. D'accord. J'aurais voulu le voir dans une autre interview. Ce monsieur, j'aurais voulu vraiment l'écouter là maintenant. Ouais. Lui et Matou Bounès, les deux, j'aurais voulu les écouter là maintenant. Avec ce qui se passe. Ouais. Oui, dans Meshahou, il y a un monsieur qui m'impressionne et que j'aime beaucoup. Ouais. Ahmed Mimoun. D'accord. Ouais. Les Allumés. Ouais. Ce monsieur est extraordinaire. Ouais. J'ai déjà rencontré, on a beaucoup discuté, on a eu des échanges comme ça et il m'impressionne. Ou probablement, je ne sais pas si tu iras le trouver ou pas, mais ce monsieur est à Bel Abbès. C'était le comédien fétiche de Kateb Yassine. Oui. Il a tellement de choses à raconter, ce mec. Il s'appelle Mahfoud Lacroix. Il est au théâtre régional de Bel Abbès, il est encore en vie. Et ce mec, ce monsieur-là, il m'a appris à aimer le théâtre. Il m'a enseigné tellement de choses. J'ai l'impression d'avoir grandi avec Kateb Yassine. Il parle tellement de lui. Il m'a tellement... Et c'était l'acteur, mais le comédien fétiche. C'est-à-dire que Yassine ne pouvait pas prévoir une pièce sans lui. Ouais. Et il est de Constantine. Il a suivi Yassine dans tous ses périples. Ouais. Ce monsieur, ce serait génial, franchement. J'ai beaucoup d'enregistrements de lui quand j'étais à HM3. Ouais. Ils sont encore en bande sonore. Ouais. Mais il est encore en vie et quand je vais à Bel Abbès, je fais mon pèlerinage. D'accord. Je vais le voir. Et il m'appelle Farid. Ton premier prénom. Voilà.
Ouais. Et quand je vais le voir, il me sort un poème de Yassine écrit à la main. Ouais. Et il me lit, il me dit Hada Qrita, Hada Arafta. Il parle pas français. Il parle français comme Yassine. Ah, Il parle très bien français comme Ouais. Yassine. c'est ça. Mais très attaché à la culture populaire. Ouais. Plutôt Mahfoud est exceptionnel. Ouais. Ouais, je voudrais l'écouter un jour chez toi parce qu'il aura tellement de choses à raconter. Ah ben, j'espère. J'espère Ce que sera tu- mes challenges. Bah, C'est bien parce que je me challenge avec Machahou. C'est chouette. C'est génial, ma chérie. Ouais. Franchement, c'est Ouais. génial. Même si parfois, bon, voilà, on peut s'oublier et parler beaucoup. Bah oui. je suis désolé. Bah non, pas du tout. En même temps, on se dit ça n'intéresse pas forcément les gens. Bah si. Je parle de. Bah si. Moi, ça m'intéresse de vous connaître, vous, en fait, les artistes algériens. Mais ça, je vous dirai un de ces quatre pourquoi, l'histoire de Machahou. La dernière question, Riyad, c'est qu'est-ce que signifie pour toi Machahou? Machahou, pour moi, tu parles du concept ou Machahou en général, le mot? Comme tu veux. D'accord. Ok. Des deux ou l'un des deux. Alors, comme tu veux. Je vais parler des deux. Oui. Machahou, pour moi, c'est une légende. C'est comme en Kabylie, Timouchoua et les histoires qu'on raconte. Pour moi, c'est le patrimoine, c'est essentiel. C'est la transmission. Oui. C'est l'oralité, parce que voilà, on est une société orale. Mhm. Et pour moi, c'est important. Machahou, c'est vraiment ce qui nous a permis de savoir d'où on vient et ce qui nous permet d'être aujourd'hui. Ce que l'on est. D'avoir une identité très Ouais. forte et qui ira très loin, qui n'oublie pas d'où il vient. Exactement. Et ça, c'est hyper important pour nous. Donc, s'il n'y aurait pas eu Mouchoura et les fameuses histoires et les légendes et comment on appelle ça le qa'da, ou La mise en scène, pas la non mise en scène, mais Quoi c'est comme. Il fait des ronds sur la table. Oui, pardon. Oui, ça, Non, c'est- non, mais vas-y. Donc le rond, Le rite, le rituel, ouais. voilà, Le rituel, la ritualité, voilà, ouais. la rencontre, Ouais. la célébration, comme une cérémoniale, enfin, je sais pas. Ouais, comment. ouais. Le rituel Le de. rituel, il n'y aurait pas eu ça. En fait, la Machahou, c'est pas juste raconter, mais Bien c'est sûr. tout ce qu'il y a autour. Ouais. Et ça, c'est super beau. Mm. L'émission, l'émission, j'adore. C'est une super belle rencontre. Ouais. Bon, je sais pas. Après, nous, on peut plaire et pas plaire, je t'avais dit, je suis toujours dans le doute. Ouais. Donc là, tu me connais mieux, Ouais. je suppose. Exactement. Et donc, tu devines que même en sortant d'ici, je serais insatisfait en me disant Oui. j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Non, j'aurais pas dû dire ça, non. Dans le sens où. Ah, j'ai oublié de dire ça ou plus nous que. arrive très souvent. Ouais. D'ailleurs, c'est un exercice énorme en radio et très difficile. Et bravo, merci à toi. Franchement, merci. C'est Eh une ben, belle rencontre. Kiff, d'abord. kiff. Ouais. Et voilà. Je trouve que c'est juste extraordinaire parce que tu vas nous permettre de découvrir. Moi, j'ai maintenant envie d'écouter d'autres personnes. Les autres personnes. Ah, ça c'est cool. J'ai hâte d'écouter Ça, c'est les bien. autres parce que si c'est comme ça, dans le sens où discussion à bâton rompu Ouais. et confession réellement, Ouais. je t'ai parlé de tout sauf de femmes, c'est bizarre. Et pour toi, je sais pas pourquoi je t'ai pas parlé de femmes. Eh ben écoute, alors, si, c'est pas grave, hein. On va continuer. Non, mais bon, après, non, pourquoi les femmes? Parce qu'elles ont toujours été là dans tout ce que j'ai fait. Et elles m'ont toujours soutenu. Et à chaque fois, c'était. Voilà. Après, c'est la force pour moi. C'est la force de l'homme. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est les femmes de l'ombre. C'est les femmes de l'homme. Ouais. c'est sûr. Mais la femme. Et d'ailleurs, tu le dis très souvent en fait dans tes blagues quand tu es sur scène, dans les vidéos que j'ai vues, tu parles souvent quand tu parles aux jeunes, tu leur dis non mais ne me dites pas que vous n'étiez pas amoureux. Ouais, c'est Genre si Ah non, ça, si t'as pas de femme qui t'épaule, tu ne peux pas avancer quoi. C'est vrai. Et ceux qui m'ont soutenu, celles qui m'ont laissé tomber et qui m'ont laissé tomber, donc là je me suis dit bah tant mieux, c'est-à-dire Ouais. que je vais continuer tout seul et Il faut les remercier. et prouver, Elles t'ont fait grandir. Ouais. et leur prouver qu'elles avaient tort. Ouais. Et d'autres qui m'ont laissé tomber pour me permettre de rencontrer d'autres femmes qui m'ont encore plus encouragé dans le Ouais. sens où- Mais après voilà, donc c'est une concept, j'ai plein de... Enfin bon, je vais arrêter de Non mais parler. c'est quoi ta vision de la femme? En plus là c'est toi qui me tends la perche. Hein. Moi qui suis. Oui, non, oui, moi je pars du principe qu'on n'est rien sans la femme, c'est-à-dire qu'on Ouais. est tous femmes quelque part. Et je me dis que on est absolument rien sans les femmes. Ouais. Et que tout ce qu'on fait mal aux femmes, comme mal aux femmes, Mhm. c'est juste parce qu'on a peur d'elles. Et qu'on on refuse que la femme puisse un jour
prendre le dessus parce qu'on nous a tout le temps et souvent inculqué cette idée que l'homme est fort, que l'homme doit lui assumer des choses, donc l'homme a toujours cette peur d'être inférieur ou de faillir et de se voir. Ouais, parce que là, tu as 2 filles, Riyad. Oui, tu vas les armer comment? Ah ben, ça va être des battantes. Hein. Ouais. Elles seront toujours elles sont toujours en avant. Il faut qu'elles soient très fortes. Il faut qu'elles soient très très fortes. Il faut qu'elles ne se laissent pas faire. Il faut qu'elles aient déjà un patrimoine et un bagage déjà intellectuel. Ouais. C'est important. Ouais. Ce n'est que comme ça que la femme pourra s'imposer et battre toute forme d'ignorance et combattre toute forme d'ignorance. Et il faut qu'elles sachent, en fait, mes filles et toutes les filles, il faut savoir aussi que je suis à l'UNICEF et que je travaille beaucoup pour les droits de l'enfant. Ouais. Donc il faut que dès maintenant et dès leur jeune âge, qu'elles savent qu'elles sont à la merci de personne, qu'elles sont libres, qu'elles sont absolument libres et qu'elles ont les mêmes droits que tout le monde. Et qu'elle est l'égale de l'homme et que Dieu nous a créés égaux. Dans le sens où elle n'est ni la servante de qui que ce soit, ni l'esclave de qui que ce soit. Et aussi, elle peut être reine et déesse quand elle veut, mais ça ne dépendra que d'elle et quand. Ouais. Hein? Mais en même temps, il faut qu'elles aient un maximum de bagages. Pour moi, il faut que les filles il faut qu'elles lisent énormément de livres. Il faut qu'elles voyagent énormément. Il faut qu'elles rencontrent des gens. Il faut qu'elles aient affaire à toutes sortes de personnes. Aux connards, aux escrocs, aux gentils, aux imbéciles. Il faut qu'elles rencontrent tous ces gens-là pour qu'elles puissent apprendre à juger et à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ça, c'est important pour moi. Je serai là, je veillerai, évidemment. Je serai là pour conseiller, mais j'imposerai pas. Ouais. Tu penses qu'elles devront faire beaucoup plus d'efforts que maintenant, les... Maintenant, oui, parce que je suis triste un petit peu de voir ce que sont devenus nos jeunes, où certaines valeurs sont en train de se perdre. Quand je dis valeurs, je parle de valeurs intellectuelles dans la société. Et on est détourné de certaines choses, et souvent de l'essentiel. Donc je le vois, elles ont 6 ans et demi, 4 ans, elles sont tout le temps sur leur tablette, sur leur téléphone ou devant la télé, et elle a 6 ans et demi, elle écoute ce qu'écoutent les ados de 19 ans maintenant en musique. Enfin 19 ans pour moi, 20 ans c'est encore des ados. C'est ça, 35 ans jusqu'à... Et donc ça va être compliqué. Ça va être difficile, mais après, je te conseille, pour moi, il faut absolument en discuter, parler de tout. De tout, mais absolument de tout. Sans aucun tabou. Ça va être difficile pour beaucoup. Mais il faut absolument parler de tout. Dans le sens où il faut pas laisser... En fait, ce qui a créé la fissure dans nos sociétés, c'était les parents d'abord. Parce que, خليت اخوك دوك يجي خوك يدير لك ودوك خوك هكا وخوك ما يحبش خوك. Mais on n'a jamais dit اختك ما تحبش ولا اختك attention تجي تزعف ولا. Et ce qu'il y a aussi, c'est quand on a envie, quand on fait des choses. Malek Shbel, j'adore ce mec. Il parlait du désir. Il a fait tout un livre du désir. Et il avait juste développer plein de trucs en partant des théories de Platon, de Socrate et d'Aristote et de tous les Grecs, les philosophes grecs et tout, les savants grecs, et pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de ses désirs. Il ne faut pas avoir peur de désirer la chose. Le génie de la personne ou la force ou la personnalité intervient dans la capacité à maîtriser ses désirs. Mais avoir peur de ses désirs, c'est en faire une frustration. Avoir peur de ses désirs, c'est de les enfermer et d'en faire un interdit, chose qui se passe aujourd'hui, et qu'on voit des jeunes attaquer des filles parce qu'on voit un bout de son genou, ou parce qu'elle a un jean un peu trop serré, ou parce qu'on voit un bout de ses seins. Et parce que, au fait, les gens, ils se sont imposés des interdits. Ils en ont fait des frustrations. Ils en ont fait un monstre. Ils en ont fait un monstre.
Et c'est la même chose pour la femme. Mhm. La femme, à un moment donné, la femme est tellement sacrée Mhm. qu'à un moment donné, c'est devenu un monstre. Ouais. C'est comme le créateur. Mhm. Il est tellement sacré qu'à un moment donné, on a l'impression que c'est un monstre parce Ouais. qu'on a tendance à le faire passer pour un monstre parce qu'il n'y a pas ça, il va te faire ça, tu vas Ouais. faire ça. Il n'y a que les interdits. Comme disait Omar Khayyam, si tu punis le mal par le mal, quelle est la différence entre toi et moi? Exactement. Ouais. Tu es là, tu as cette attache, tu as cette valeur et tu as cet amour que tu peux avoir pour la chose et que tu la désires tellement au point où t'en fais un rejet. Exactement. Ça arrive même dans notre vie de tous les jours. On Oui. aime tellement la chose, on aime tellement la personne que parfois on se dit pourquoi on est autant attaché à ça? Il faut que j'assassine mes maîtres pour pouvoir être libre. Ouais. Alors que c'est juste mes maîtres, c'est eux qui m'ont tout appris. Et c'est juste la femme qui est juste extraordinaire, qui m'offre plein de belles choses. Pourquoi je dois l'assassiner pour être libre? Ouais. On avait fait une pièce théâtrale à l'université qui s'appelle Être. C'est avec celle-ci qu'on avait participé En Picardie. à Compiègne. Ouais. À Picardie, je te la ferai lire parce que je la garde précieusement. Et dans cette pièce, Ouais. on parle de l'homme qui a longuement cherché une présence. Mhm. Et quand il s'est réveillé, il a trouvé la femme à ses côtés. Mhm. Et parce qu'il l'a longuement cherché, que quand il l'a eu, il n'en voulait plus. Eh oui. Et c'est vraiment du soufisme. Ouais. C'est du théâtre soufi. Ouais. Et l'homme, tant qu'il refusera de dépendre de la femme et qu'il n'acceptera pas de dépendre de la femme, ou de reconnaître à la femme ce qu'il est, il n'y aura absolument aucune évolution dans notre société. Merci Riyad pour ces belles paroles. Merci énormément. À bientôt. À très vite. Merci à toi. Merci. Pour l'opportunité que tu m'offres aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à notre invité d'être venu nous raconter sa Meshahoun. Si vous souhaitez le suivre ou prendre contact avec lui, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Meshahoun, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Meshahoun en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshahoun et à très bientôt.